Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h31 ce matin sur studiokalita.com. C'est l'heure un peu plus tôt que prévu d'habitude, c'est l'heure de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Une revue de la presse que nous allons débuter par cette tension qui se poursuit, on peut même dire qui s'accentue le long de la frontière israélo-syrienne. Hier matin, en plein Shabbat, 4 ou 5 obus syriens se sont abattus en territoire israélien sans faire de blessés ni même de dégâts, mais au sein des forces de sécurité israéliennes, on souligne que ces obus ont été tirés à partir de zones où il n'y a pas de combat et d'une zone qui est sous contrôle des forces de Bachar el-Assad. En réaction, Tsahal a détruit 3 canons d'artillerie syriens et côté syrien, on affirme que ces tirs sont, je cite, de la provocation de la part de rebelles syriens qui sont soutenus par Israël. Ces informations sont mentionnées en première page du Yediot Aharonot et du Israël Hayom. Et justement, dans le Israël Hayom, Yoav Limor souligne dans son analyse que Tsahal entend faire comprendre au pouvoir à Damas qu'il ne tolérera pas la poursuite de ces tirs. Le Yediot Aharonot, qui donc consacre une partie de sa une à ce développement, cite des responsables de Tsahal qui affirment que dans le cas précis, il ne s'agit pas de tirs perdus, mais bel et bien de tirs ciblés en direction du territoire israélien. Et le journal de citer celui qui fut il y a de nombreuses années le commandant en chef de la région Nord, le général Amiram Levin, qui s'en prend cette fois au gouvernement israélien qui, selon lui, est en train d'entraîner le pays vers une confrontation avec les Syriens et avec les Iraniens. Selon lui, Tsahal réagit comme il faut aux tirs syriens, mais les leaders politiques doivent surtout éviter de rajouter de l'huile sur le feu et de se lancer dans des déclarations sans aucun fondement qui ne feraient que justement envenimer la situation. Il faut préciser tout de même par honnêteté intellectuelle que le général Amiram Levin est aujourd'hui l'un des responsables du Parti travailliste, en tout cas un des membres influents à l'intérieur de ce parti, le Parti travailliste. Le site Walla ainsi que d'autres sites d'information soulignent que le Premier ministre Binyamin Netanyahou a désigné hier Yaron Blum, l'un des chefs du Shin Bet israélien, au poste de coordinateur du dossier des soldats disparus en remplacement du colonel Lior Lotan, qui avait démissionné de ce poste en août dernier pour protester contre l'absence de progrès dans les pourparlers visant à la restitution des corps d'Adar Goldin et Doron Shaul et des civils Abera Mengistu et Assayed. Blum avait déjà été membre de l'équipe qui avait négocié en octobre 2011 l'accord d'échange entre Gilad Shalit et plus d'1 millier de terroristes palestiniens. Je remercie le Premier ministre pour sa confiance. Je considère cette mission comme une mission d'importance nationale, a-t-il déclaré. Avigdor Lieberman, le ministre israélien de la Défense, qui avait proposé à ce poste le responsable de la région de Jérusalem au sein du Shin Bet, a tout de même souhaité bonne chance à Yaron Blum en dépit du fait que son candidat n'ait pas été désigné par le Premier ministre. C'est demain que s'ouvrira la session d'hiver de la Knesset. Après plusieurs mois de vacances, les députés israéliens vont donc reprendre leur travail parlementaire et le Israël Hayom estime que cette session va débuter sur les chapeaux de roue avec une série de propositions de loi qui ne manqueront pas de susciter des tensions entre les députés de la coalition et ceux de l'opposition et même au sein même de la coalition gouvernementale. Il s'agit en particulier de la loi dite la loi française qui doit offrir au Premier ministre une immunité quasi totale, voire même totale face à d'éventuelles enquêtes judiciaires, mais également la fameuse loi sur la nationalité qui revient à nouveau sur le devant de la scène et des lois visant à limiter l'implication de la Cour suprême dans la procédure législative. D'ores et déjà, des responsables du parti Kulanu de Moshe Kahlon ont affirmé qu'ils n'avaient pas l'intention d'apporter leur contribution à la limitation donc de l'implication de la Cour suprême dans la procédure législative. Le président de la Knesset, Yuli Edelstein, s'est montré très critique à la veille de cette rentrée parlementaire envers l'hyperactivisme, ce qu'il a appelé l'hyperactivisme de la Cour suprême. Selon lui, le comportement de la Cour porte atteinte au prestige de la Knesset. Quant au président de l'opposition, Yitzhak Herzog, il promet de tout faire pour neutraliser ce qu'il a appelé le blitz de nouvelles lois de la part de la coalition gouvernementale.
Le Israël Hayom souligne que la commission interministérielle des lois débattra dès aujourd'hui de plusieurs de ces projets de loi explosifs. Mati Tourfeld commente ces projets de loi et affirme qu'un seul homme déterminera s'ils aboutiront ou non. Il s'agit bien entendu du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Le Yediot Aharonot cite en première page une mise en garde de la police israélienne. Si M. Netanyahou ne fixe pas lui-même très rapidement une date pour que nous puissions l'interroger, eh bien, nous la fixerons nous-mêmes. En effet, au sein de l'équipe des enquêteurs de la police israélienne, on constate que le Premier ministre fait traîner les choses et manifeste une sorte de mauvaise volonté affirmée pour fixer une date d'interrogatoire, d'où la raison de cette mise en garde de la part des enquêteurs de la police en direction de Binyamin Netanyahou. Les quotidiens et les sites d'information soulignent qu'en dépit des incertitudes et des tensions autour de l'enquête sur la vente des sous-marins allemands à Israël, l'Allemagne a validé durant le week-end le document se rapportant à cette vente de 3 sous-marins à l'État d'Israël. Depuis que l'affaire avait éclaté, les Allemands hésitaient à entreprendre une telle démarche, mais ils ont accepté de donc valider cet accord à une seule condition et non des moindres, que s'il devait s'avérer que cette vente s'est déroulée de manière illégale, elle serait bel et bien annulé. Ronen Bergman, expert des dossiers top secrets au sein du Yediot Aharonot, affirme que ce document permet à l'Allemagne d'annuler cette vente, même si l'enquête n'aboutit à aucune condamnation. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, s'est envolé hier soir pour Washington où il participera à un congrès des chefs d'état-major consacré à la lutte contre les organisations terroristes ultra-radicales, et ce à l'invitation de son homologue américain, le chef d'état-major interarmes de l'armée américaine, Joseph Davenport. Le Israël Hayom affirme que c'est la première fois qu'Israël est invité officiellement à une telle réunion. La réconciliation palestinienne, à en croire le Israël Hayom, celle-ci est dans une position de plus en plus périlleuse. En effet, l'annexe secrète qui, selon le quotidien gratuit, fait partie de l'accord de réconciliation continue de susciter de très vifs remous au sein de la direction du Fatah. Selon les clauses contenues dans cette annexe, révélée d'ailleurs, il faut le rappeler, par le Israël Hayom la semaine dernière, eh bien, des responsables du Hamas seraient autorisés à devenir membres des instances de l'OLP, ce qui permettrait à Khaled Mashal, l'ancien leader politique du Hamas à l'étranger, de briguer la succession de Mahmoud Abbas à la tête de l'autorité palestinienne. Selon certaines sources palestiniennes, les Égyptiens devraient accueillir dans les prochains jours une délégation conjointe du Hamas et du Fatah qui devra justement débattre des termes de cette annexe secrète qui ne l'est plus tout à fait. Et puis, en marge de cette réconciliation, on peut le dire plutôt chaotique, Ben Caspit publie ce matin dans le Maariv un éditorial plutôt pessimiste quant aux chances de relance du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Ben Caspit, qui est l'un des journalistes les plus hostiles à Binyamin Netanyahou, affirme que dans le contexte actuel, après que le cabinet restreint pour la sécurité nationale ait posé les conditions que l'on a détaillées la semaine dernière en vue d'un dialogue avec un éventuel gouvernement d'union nationale palestinien, eh bien Jason Greenblatt, le conseiller spécial de Donald Trump, peut d'ores et déjà reprendre le plan de paix américain qu'il a préparé au cours des dernières semaines et il peut le ramener très vite aux États-Unis, dixit Ben Caspit. D'autant plus que même à gauche, Avi Gabay, le nouveau patron du Parti travailliste, semble s'aligner sur des positions nationalistes, poursuit Ben Caspit. C'est aujourd'hui, nous l'avons dit, nous en avons parlé il y a quelques instants, c'est aujourd'hui la rentrée universitaire en Israël. Plus de 300 000 étudiants entameront cette année universitaire dans quelques 62 universités et surtout collèges d'enseignement supérieur. Des collèges dont les enseignants sont d'ores et déjà mécontents de leurs conditions salariales. C'est la raison pour laquelle 2000 d'entre eux feront grève aujourd'hui, ce qui devrait donc entraver cette rentrée universitaire. Un sondage réalisé auprès de 8000 étudiants israéliens permet de constater que ces étudiants sont de moins en moins satisfaits de leurs professeurs, de leurs enseignants et même des programmes universitaires qu'on leur propose. Et en marge de cette rentrée dans l'enseignement supérieur, le Yediot Aharonot a retrouvé l'étudiant le plus jeune et l'étudiant le plus âgé. Le plus jeune n'a que 15 ans, il s'appelle Sean Galenshin et il entre en physique et en informatique à l'université de Tel Aviv. Il est actuellement en seconde dans un lycée israélien, mais comme il a passé les examens de mathématiques du baccalauréat avec succès il y a déjà 2 ou 3 ans, lorsqu'il était en 6e, eh bien oui, il a pu entrer à l'université de Tel Aviv dans un programme spécial réservé aux jeunes surdoués. Le plus ancien
étudiant, eh bien lui, il a, tenez-vous bien, 97 ans. Et oui, ce n'est pas une plaisanterie, il a 97 ans. Il s'appelle Emmanuel Harari. Et il suivra un cursus dans les départements d'histoire et d'actualité. Emmanuel est né en Pologne en 1920. Il est monté en Israël avec Menachem Begin dans l'armée polonaise du général Anders durant la Seconde Guerre mondiale. Et il est agriculteur de formation. Soulignons également que tous les quotidiens et sites d'information mentionnent en évidence ce matin le bras de fer entre les indépendantistes catalans et le pouvoir à Madrid après la grande manifestation d'hier à Barcelone, à laquelle apparemment plus de 400 000 personnes ont participé en faveur de l'indépendance de la Catalogne. Puigdemont, le président de la province catalane, affirme que c'est l'attaque la plus grave contre la Catalogne depuis Franco. Il affirme ça après les déclarations très fermes du pouvoir central à Madrid et du Premier ministre Rajoy. Page économique, le dollar est en chute libre. Le billet vert est coté aujourd'hui en Israël à 3 shekels 49 agorot. C'est la première fois depuis longtemps que le dollar passe en deçà de la ligne rouge des 3 shekels et demi, ce qui pourrait pousser la Banque d'Israël à s'impliquer en achetant des dollars pour tenter de renforcer la monnaie américaine face au shekel. Et puis le Times of Israel ouvre ce matin son site en français sur André Neher, et ce à l'occasion de la parution d'un ouvrage écrit par David Lemler, un professeur du département d'études hébraïques de l'Université de Strasbourg, un département qui a été fondé il y a 60 ans par André Neher lui-même. Le titre de cet ouvrage, André Neher, figure des études juives françaises, paru aux éditions Hermann, et selon son auteur, il donne un aperçu d'ensemble de la vie et de l'œuvre d'André Neher, de la grande personnalité de la communauté juive de France que fut André Neher. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on va se retrouver ensuite avec le Rav Shmuel Marciano, qui est conseiller municipal à la municipalité de Jérusalem et qui est représentant au sein de cette municipalité du parti Chasse. Nous parlerons avec lui des commémorations de la Haskara du Rav Ovadia Yosef qui débuteront en Israël ce soir, 4e anniversaire de la disparition du leader spirituel du parti Chasse. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.